Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Décryptage loi de finances pour 2021, présenté par Samia Melouki, organisé par l'Association des maires et présidents de communautés des Pyrénées-Atlantiques. Bienvenue à tous. Samia, c'est à toi. Bonsoir. Donc, le déroulé de ces 2 heures. Donc, nous allons voir d'abord quelques éléments sur le contexte économique et sur ce que ça impacte pour les collectivités, alors plus particulièrement pour le bloc communal, hein, parce que c'est vraiment par rapport au bloc communal que je me recentre. Également, quelques éléments sur les conditions d'emprunt en 2021. Donc là, c'est un article qui est sorti de l'aide du financier territorial, qui est une revue spécialisée et qui fait un petit peu le point sur comment vont évoluer les conditions d'emprunt pour les collectivités. La loi de finances, un point aussi sur l'automatisation du FCTVA, qui est quelque chose de très important qui va arriver dans vos collectivités. Alors, c'est assez technique, puisque c'est juste des modalités de déclaration ou pas de déclaration, mais derrière, il y a des conséquences en termes de perte d'éligibilité de certaines dépenses qui bénéficient du fonds de compensation de la TVA. Également, la loi pour une école, je ne me rappelle plus son nom, la loi sur l'école qui a abaissé l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans, a des conséquences, notamment en matière de dépenses obligatoires pour les communes. Il y a une compensation financière qui est prévue pour les collectivités. Donc, je vous ai mis où télécharger le document, le dossier pour demander la compensation. Et enfin, pour finir, quelques mots sur la M57. Là aussi, c'est technique, mais ça va vous demander pas mal de travail de secrétariat notamment, puisque le budget aujourd'hui, on le vote ce qu'on appelle en M14, c'est l'instruction budgétaire et comptable qui s'applique aux communes, et de manière progressive, et pour tout le monde au plus tard, au 1er janvier 2024, on change et on passe en instruction M57. Ça va avoir budgétaire, enfin sur la façon de gérer le budget, mais surtout, ça va demander du travail sur l'état de l'actif, sur l'inventaire de la collectivité avant de passer, de changer de plan de compte. Donc, le contexte économique. Alors, tout le monde est au courant. Fin 2019, il y a un petit virus qui est apparu en Chine qui rapidement, au niveau du printemps, enfin de début d'année d'ailleurs, 2020, a provoqué une pandémie mondiale. Donc là, les différents gouvernements dans les différents pays ont pris des mesures pour éviter justement le développement de la pandémie sous forme de confinement. Donc, on a eu un arrêt de l'économie au niveau mondial. À cet arrêt de l'économie, on a eu une chute de la demande, d'une part parce que les personnes étaient dans l'impossibilité de consommer à cause du confinement, ou également dans l'impossibilité d'investir. Donc, au premier semestre, la baisse du commerce mondial était de l'ordre de 20%. Il y a eu un redressement au cours du second semestre, mais on a quand même une baisse moyenne au niveau mondial de 6%. La pandémie aussi, sur l'évolution des prix, elle a eu un effet puisqu'on est en période de désinflation, mais ça va rester quelque chose de très court terme, puisque normalement, ça va, dès que l'économie va repartir, les prix vont repartir. D'ailleurs, cette désinflation, on la remarque, chaque année, l'Association des maires de France, en partenariat avec la Banque des territoires, la Banque postale, pardon, publie l'indice des prix des communes, qui est en fait comme un indice du coût de la vie, mais vraiment adapté à la structure des dépenses communales. Et c'est la première année qu'il est aussi bas. Donc, du coup, ça, c'est le constat de départ. On l'a tous vécu, hein, donc on le connaît. Les actions au niveau mondial, ça a été de la part des gouvernements, des mesures budgétaires qui ont été prises par les différents pays pour soutenir les ménages et pour soutenir les entreprises. Donc, on a assisté à une dégradation des déficits publics, avec des déficits publics qui atteignent entre 8 et 20% du PIB. Je vous rappelle qu'au niveau européen, normalement, on n'est pas censé dépasser 3
du PIB, et également une hausse importante de la dette publique dans les différents pays. Et là, la dette publique, selon les pays, elle a augmenté entre 15 et 30 points de PIB. Donc, au niveau de la France, on a une dette publique maintenant qui est supérieure à 100 points de PIB, sachant que les critères de Maastricht, c'est 60 points de PIB. Il faut quand même ajouter à ça que les banques centrales aussi ont joué le jeu, puisqu'il y a eu des petites tensions en début d'année, liées au fait que les banques avaient quand même des risques sur les prêts qu'elles avaient en cours. Les banques ont fourni pas mal de liquidités, ce qui a évité une hausse des taux. Par exemple, la Banque centrale européenne a fourni 2300 milliards de liquidités en 2020. Au niveau des perspectives pour 2021, on a, perspective générale, c'est-à-dire pas qu'en France d'ailleurs, l'économie qui est très touchée de manière durable, avec un taux de chômage qui est élevé et qui continue à progresser, une baisse de l'investissement puisque les entreprises ont connu une baisse de profit, donc du coup, moins de profit, moins de capacité d'investir. Une hausse de l'endettement et par contre, le point positif qui a été relevé, c'est qu'on a assisté à une marche forcée un petit peu de la digitalisation de l'économie et même nous, au niveau des collectivités, de la digitalisation de nos collectivités et ça a un effet sur la productivité qui est plutôt positif. Pour 2021, on atteint un rebond mesuré de l'économie qui en fait va dépendre notamment de la vaccination et du retour de la confiance. C'est plutôt ça en fait qui va faire repartir l'économie. Les indices des prix devraient avoir une croissance limitée et comme on a un maintien des politiques budgétaires, on va avoir encore des déficits publics élevés. C'est le fameux en France, quoi qu'il en coûte. Au niveau des collectivités locales et plus particulièrement du bloc communal, on va avoir un effet sur les dépenses puisqu'on a commencé à le constater cette année, on a les dépenses sociales qui augmentent. Alors pour nous, ce sont les dépenses sociales, l'aide sociale facultative, mais on voit qu'on a de plus en plus de demandes qui arrivent sur des aides pour le paiement de factures. Également du soutien au tissu associatif, notamment pour ce qui concerne les associations qui n'ont pas pu activité sur 2020, mais qui ont des salariés. Donc, si on veut que les associations continuent à exister, il y a tout ce soutien à mettre en place. Sur la fiscalité, on a également des risques. Alors, j'ai assisté à un webinaire mis en place par la FIGES, c'est l'association des financiers et gestionnaires des collectivités locales, et notamment qui ont fait remarquer que pour l'année 2020, le nombre de défaillances d'entreprises est inférieur à celui de d'habitude, puisque pas mal d'entreprises, en fait, grâce au plan de soutien, ont vécu au-delà de la vie qu'elles auraient dû avoir, puisque c'est des entreprises qui, normalement, auraient dû naturellement s'arrêter en 2020. Donc, ce qui veut dire qu'on a un risque encore plus fort sur la période qui va suivre l'arrêt des aides. Également, du point de vue des collectivités, on va avoir un effet non négligeable sur la fiscalité des entreprises en relation avec les méthodes de calcul, puisque, alors là, c'est l'intercommunalité qui perçoit la contribution économique territoriale. Et cette contribution économique territoriale, pour la partie sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, elle est calculée avec 2 ans de décalage, ce qui fait que l'effet 2020, l'impact de 2020 va se faire sentir en 2022 et non pas en 2020. Également, du côté de la cotisation foncière des entreprises, on va avoir aussi un effet sur le nombre d'entreprises qui vont être sur la cotisation minimum, qui payent le minimum, puisque le chiffre d'affaires qui est utilisé pour savoir si on est sur la cotisation minimum, c'est celui de N-2. Donc, du coup, l'impact se sera sur 2022 également. Du coup,
comme on voit, on a eu quand même un gros effort de la part de l'État donc sur le soutien, ce qui veut dire qu'on a un déficit public qui explose. Et une fois que la crise sera passée, on risque de voir revenir la contribution, alors sous quelle forme, je ne sais pas, mais la contribution à la maîtrise des finances publiques. Donc, pour rappel, on a déjà été une première fois mis à contribution au niveau des collectivités locales. Sur la période 2014-2017, on a eu les dotations, et plus particulièrement la dotation forfaitaire de la DGF, qui ont été ponctionnées au titre du redressement des finances publiques pour atteindre le fameux 3% de déficit public. Donc là, actuellement, ce n'est pas à l'ordre du jour puisqu'on est encore en période de crise et que les collectivités sont très sollicitées. Mais une fois la crise passée, il va falloir redresser les comptes. Et donc, il n'est pas du tout à exclure qu'on se retrouve en situation de devoir de nouveau contribuer au redressement. Alors, sous quelle forme, je ne sais pas. Est-ce que ce sera toujours une ponction sur les dotations? C'est possible. A priori, de toute façon, je pense que c'est à peu près la seule façon de procéder, puisque en dehors de ça, les collectivités ont une libre administration et donc on ne peut pas leur imposer autrement. Donc par rapport à ce contexte général, est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Non? Vous me dites, de toute façon, vous m'arrêtez, vous pouvez me mettre également des messages dans le chat, hein, si vous voulez. Alors ensuite, un petit point sur les conditions d'emprunt pour 2021, puisque vous savez qu'actuellement, les conditions de prêt aux collectivités sur 2020, elles ont été très satisfaisantes. Il y a eu une petite inquiétude en début d'année, justement en raison des banques qui commençaient à un petit peu augmenter leurs marges à cause du risque de fragilisation lié au risque de difficultés de paiement. Du fait de la crise sanitaire, il y a des actions qui ont été mises en place, notamment par la BCE, et donc ça a rapidement arrêté la hausse et on a eu de bonnes conditions d'emprunt sur l'année 2020. Pour 2021, a priori, on va être sur une situation stabilisée à la fois sur les emprunts à court terme et les emprunts à long terme, donc il ne devrait pas y avoir de hausse de taux, avec normalement pour les collectivités un recours à l'emprunt assez mesuré, d'une part parce qu'on est en début de mandat et que l'investissement des collectivités, il est cyclique, puisque quand on est en début de mandat, on est en période où on est en train de monter les projets pour justement faire l'investissement après. Donc, ce n'est pas le pic d'investissement dans le bloc communal. Également, en raison du manque de visibilité, puisque on ne sait pas encore, justement, la situation sanitaire n'est pas encore réglée, donc ça peut un peu freiner. Et puis aussi, puisque certaines collectivités qui sont déjà un petit peu justes, qui seraient en capacité d'absorber un nouvel emprunt à l'heure actuelle, mais guère plus, vont attendre un peu dans l'optique du risque de contribution au redressement des finances publiques. Si dans 2 ans, on doit contribuer et qu'elles se retrouvent en difficulté pour payer les échéances d'emprunt, enfin du moins pour équilibrer le budget, il va y avoir une petite attente. Donc, je vous ai mis sur la slide suivante les anticipations de taux. Alors, attention, les taux fixes 15 ans moins 0,44 estimés en avril, c'est les taux sans la marge de la banque. On ne va pas vous prêter en taux négatif. Voilà. Donc, actuellement, quand même, les conditions sont vraiment intéressantes sur les taux. Donc là, ça vous donne un petit peu un ordre d'idée des estimations qui sont faites. Ces estimations ne sont pas faites par moi, elles sont faites par le cabinet Michel Klopfer. Donc voilà, donc là, on fait bien attention. Par contre, ce ne sont pas des taux appliqués directement. Là, les taux fixes 15 ans et 20 ans, c'est les taux hors marge bancaire.
Est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions? Est-ce que vous envisagez d'emprunter cette année ou pas dans vos collectivités? Oui. Alors, si vous empruntez, faites attention de bien regarder plusieurs Ah, choses. c'était pas envisagé. C'était pas envisagé. Donc, ok, vous envisagez. Alors, du coup, C'était si pas vous envisagé, mais vu vu les ouais, taux, oui, pardon. gardez un peu d'autofinancement et Et empruntez. vu le contexte, Oui, oui, je mhm, comprends. Oui. c'est clair. Alors, par contre, si vous empruntez cette année, faire attention à quelques éléments. La première chose, bon, déjà, vous ne pouvez pas emprunter avant le vote du budget, hein, puisque l'emprunt, c'est une des seules recettes qui doit être prévue au budget pour pouvoir être conclue, pour pouvoir être encaissée, pardon. Donc, on ne peut pas signer un contrat de prêt si on n'a pas les crédits prévus au budget. Ensuite, il faut faire attention à la supportabilité des échéances d'emprunt que vous remboursez. C'est-à-dire qu'au total, les échéances d'emprunt, y compris l'emprunt que vous allez rajouter, il ne faut pas que ça dépasse un certain que ça pose des problèmes d'équilibre du budget. Donc, généralement, on recommande de ne pas dépasser des échéances d'emprunt qui représentent plus de 20% des recettes réelles de fonctionnement du budget. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ça, vous risquez d'avoir des problèmes quand vous allez monter votre budget pour respecter la condition d'équilibre réel, qui est qu'un certain nombre de dépenses, dont l'emprunt, doit être financé par des ressources propres. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que les collectivités, comme vous et moi quand on emprunte, on a un montant d'encours à ne pas dépasser de ce qu'on doit aux banques. Donc le ratio qui est utilisé par l'État dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques, c'est la capacité de désendettement. On dit que les collectivités, enfin les communes en tout cas, ne doivent pas avoir une capacité de désendettement qui dépasse 12 ans. C'est le plafond à pas dépasser. Et la capacité de désendettement, elle se calcule en prenant l'encours, c'est-à-dire le capital qu'on doit aux banques, total, divisé par la capacité d'autofinancement brut, la CAF brute ou l'épargne brute. La CAF brute, en fait, elle se calcule facilement, c'est les recettes réelles de fonctionnement moins les dépenses réelles de fonctionnement. C'est tout ce qui vous reste, en fait, une fois que vous avez payé votre fonctionnement pour venir alimenter l'investissement. Donc voilà, donc bien regarder deux choses. Est-ce que je peux absorber le paiement chaque année pendant 15 ans, 20 ans de cette nouvelle échéance que je vais rajouter à mon budget? Donc, pas plus de 20% des recettes réelles de fonctionnement. Et deuxième chose, le volume total de ce que je dois aux banques, ça ne doit pas dépasser 12 ans par rapport à la capacité d'autofinancement brut. Je continue du coup, vous avez... Voilà. Donc, ensuite, on va voir la loi de finances. Alors, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses. C'est très axé sur les entreprises, puisqu'il y a beaucoup de mesures qui sont prises pour aider les entreprises et baisser la fiscalité des entreprises. Donc, globalement, au niveau des dotations, quand même, on n'a pas beaucoup de modifications. On a le fonds de compensation de la TVA qui augmente cette année en volume, tout simplement parce que le fonds de compensation de la TVA, selon les collectivités, vous l'avez 1 an ou 2 ans après la dépense et qu'on était avant en fin de mandat avec un investissement plus important. On a également la dotation que l'État va verser aux collectivités qui connaissent des pertes de recettes fiscales en 2021 en lien avec la crise sanitaire. Normalement, la dotation de solidarité rurale et la dotation de solidarité urbaine devraient augmenter de 90 millions chacune. Je dis normalement parce que ce n'est pas figé au moment de la loi de finances. Il faut que le comité des finances locales se prononce encore là-dessus pour faire les ajustements.
il y a pas longtemps, il y a eu une réforme de la dotation d'intercommunalité perçue par les communautés et il était prévu que chaque année, elle augmente de 30 millions, donc ça c'est prévu. Et après, les hausses de population, le fait qu'il y a la population qui augmente, c'est estimé à hauteur de 10 millions. Alors, toutes ces dotations de ce qu'on appelle une enveloppe normée, c'est-à-dire qu'il y a peu d'évolution de l'enveloppe globale des dotations aux collectivités locales, ce qui veut dire que quand on vous annonce qu'on vous augmente la dotation de solidarité rurale de 90 millions, il ne faut pas croire que c'est ponctionné sur les recettes de l'État. Non, c'est financé comment? Notamment parce qu'on va, à l'intérieur de cette enveloppe, baisser certaines choses, et notamment pour les communes qui ont un potentiel fiscal qui représente 75% de la moyenne, on va venir écrêter la dotation forfaitaire de la DGF. L'écrêtement, ça veut dire qu'on va venir vous ponctionner une partie de la DGF. Donc là, c'est vraiment par rapport uniquement au potentiel fiscal. Également, pour les communautés, il va y avoir une minoration de la dotation de compensation. Et cette année, les variables d'ajustement, elles n'impactent pas les communes, ce qui veut dire qu'une partie des mesures à destination du bloc communal, ça va être financé par des prélèvements sur le département et la région, puisque ce qui sert de variable d'ajustement cette année, c'est la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle du département et des régions. Donc, voilà en gros le schéma. Après, on n'a pas encore les valeurs de points de cette année, on n'a pas encore les feuilles de calcul pour calculer les dotations. Je vous rappelle que pour vos budgets, les dotations ne vous sont plus envoyées par courrier, etc. Il faut aller directement les télécharger sur le site des dotations en ligne. Alors, c'est dotation.intérieur.gouv.fr. .dgcl, pardon, intérieur.gouv.fr. Alors, c'est pas tout de suite, puisque au mieux, c'est début mars, mais généralement, c'est à partir de mi-mars que vous allez les avoir. Alors, justement, par rapport aux dotations, il y a un élément qui est très utilisé dans le calcul des dotations, c'est le potentiel fiscal ou sa déclinaison, le potentiel financier. Le potentiel fiscal, il est utilisé, je viens de vous en parler, pour la dotation forfaitaire. Les communes qui ont un potentiel fiscal élevé, on va venir ponctionner sur leur dotation forfaitaire. Le potentiel financier, il est utilisé pour la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité rurale et la dotation de solidarité urbaine. Donc, le potentiel fiscal, si je fais très, très synthétique, en synthèse, c'est la fiscalité que vous auriez si, au lieu d'appliquer les taux communaux d'imposition, vous appliquiez les taux moyens nationaux. Et le potentiel financier, c'est le potentiel fiscal plus une partie de la dotation forfaitaire. Un autre élément qui est utilisé, c'est l'effort fiscal, qui en fait représente quel est le poids de la fiscalité que effectivement vous levez sur le territoire de la commune, divisé par le potentiel fiscal. Oui, les slides, je vais vous les... Alors, je vais voir avec Inbar qui le dira, parce que je vois le message, va-t-on recevoir les slides présentés? Je pense que je vais voir avec Inbar pour qu'elle vous les envoie, parce que sur GoToMeeting, je ne peux pas vous les mettre... je ne peux pas vous les envoyer directement dans le chat. Donc, Indar les enverra. Oui, je les enverrai après la réunion, comme on a dit. Oui, voilà, c'est ça. Vous les aurez. Donc, du coup, vous voyez qu'au départ, il y a le potentiel fiscal, le potentiel financier, ça part du potentiel fiscal, et l'effort fiscal, ça part aussi du potentiel fiscal. Donc, c'est vraiment un critère, une notion qui est très, très utilisée dans une ressource quand même non négligeable pour vous, que sont les dotations, et à la fois la dotation forfaitaire et les dotations de péréquation. Problème cette année. D'une part, on a
on rentre dans la phase active, entre guillemets, de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, puisque dans vos impôts de cette année, vous n'aurez plus que la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et vous allez récupérer le taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Et d'autre part, il y a une mesure qu'on va voir dans la loi de finances qui consiste à modifier les règles de calcul des valeurs locatives, c'est l'élément qui sert pour les bases d'imposition, pour les établissements industriels. L'objectif, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de mesures qui ont pour but de faire baisser la fiscalité des entreprises. Donc, l'objectif de cette mesure de baisse, de recalcul des valeurs locatives, c'est de les faire baisser de 50%, de moitié, pour les établissements industriels. Donc, ça va vous être compensé par l'État, on va le voir. Mais tout ça, ça a un impact sur le calcul du potentiel fiscal. Ce qui fait que si on ne fait rien, on a des communes qui aujourd'hui sont considérées comme pauvres avec un potentiel fiscal qui est bas. Demain, juste du fait de l'application de ces réformes, vont être considérées comme riches. Et inversement, donc ça va créer des difficultés. Donc là, la loi de finances a prévu qu'à partir de 2022, il y a une neutralisation transitoire qui est mise en place pour neutraliser les effets, voilà, les effets de ces deux réformes de la fiscalité. La neutralisation, elle est que transitoire et en fait, elle est complètement, les deux réformes sont complètement neutralisées sur le potentiel fiscal en 2022, puis seulement 90% en 2023, 80% en 2024, 60% en 2025, 40% en 2026, 20% en 2027. Ce qui veut dire qu'en 2028, s'il n'y a pas eu de travail qui a été fait au niveau des parlementaires sur les critères des dotations, les inégalités que vont générer la réforme de la fiscalité vont devenir pérennes. Donc, autant vous dire qu'on espère fortement qu'ils vont travailler sur les critères des dotations. Puisque d'un coup, là, aujourd'hui, vous pouvez passer de je suis pauvre à je suis riche. Ce qui veut dire que je suis pauvre, j'ai des dotations, je suis riche, je n'ai plus droit à rien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important et c'est surtout rassurant. Donc, hop, ça va, vous avez des questions ou bon. Donc, au moins pour les 2 premières années. Alors après, il y a déjà un rapport qui a été sorti un petit peu sur les critères des dotations. Donc, c'est en cours, ils sont en cours de travail sur le sujet. Autre élément sur la DGF, alors là, ça concerne uniquement les communautés. Dans le département, je pense que ça concerne 2 communautés. La communauté de communes du Haut-Béarn et la communauté de communes de La Cortèze, c'est ce qu'on appelle les EPCI à dotation d'intercommunalité négative, c'est-à-dire ceux pour lesquels, qui ont un prélèvement sur la fiscalité en lien avec la contribution au redressement des finances publiques. C'est-à-dire qu'au moment, entre 2014 et 2017, quand la contribution a été mise en place, il est arrivé un moment où le montant de leur dotation était inférieur à ce qu'on devait leur prélever au titre du redressement des finances publiques. Donc, en fait, on leur a ponctionné sur la fiscalité. Chaque année, ils ont une ponction qui est faite sur la fiscalité. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que la situation, ces intercos qui à un moment donné ont été riches, elles aussi, elles ont des évolutions de leur territoire, de la situation des entreprises, etc., sur leur territoire. Donc, il y a une minoration qui est mise en place quand il y a une baisse des recettes réelles de fonctionnement entre 2015 et aujourd'hui. Donc, c'est pour prendre en compte un petit peu l'évolution des territoires. Toujours en matière de dotation, la dotation qui a été créée en 2020 pour aider les collectivités qui perdaient des recettes fiscales et des recettes domaniales en lien avec la crise sanitaire, elle a été maintenue pour 2021, mais
elle a été resserrée, puisqu'en 2020, on avait à la fois le volet fiscal, mais également tout ce qui était recettes du domaine, c'est-à-dire occupation du domaine public, stationnement, etc. Donc, toute la partie domaniale a été enlevée en 2020. Donc, on n'est que sur les recettes fiscales. Tout le mécanisme, sinon, reste inchangé sur la fiscalité qui est prise en compte, etc. Ça peut donner lieu à un acompte versé en 2021 et le solde qui sera versé en 2022. Hop, voilà. Dans le cadre du plan de relance, pour aider les collectivités qui ont une dégradation de leur situation financière, c'est-à-dire qu'elles ont leur capacité d'autofinancement brut qui diminue de plus de 10% entre 2019 et 2020, si elles sollicitent des subventions dans le cadre du plan de relance en lien avec la rénovation énergétique, un geste peut être fait puisque normalement, quand vous avez des subventions publiques, vous êtes obligé d'avoir 20% de financement propre. Et là, si on remplit la condition de baisse de l'épargne brute, on peut avoir une décision du préfet qui peut abaisser la part minimale en dessous de 20%, allant même jusqu'à 0%. Donc, c'est plutôt positif pour que les collectivités un peu en difficulté puissent quand même investir, et notamment pour des investissements urgents. Alors, on arrive maintenant à la partie sur la fiscalité des entreprises. Donc, comme je vous disais, il y a plusieurs mesures qui sont mises en place pour aider à la fiscalité, enfin, pour aider les entreprises et notamment pour baisser la fiscalité des entreprises payées par les entreprises. La première, alors j'ai mis suppression de la part régionale. En fait, c'est pas ça, c'est la conséquence. C'est un abaissement du taux de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui se traduit par la suppression de la part régionale. Également, la contribution économique territoriale, depuis de nombreuses années, elle est plafonnée. Une entreprise ne peut pas payer plus de 3% de son chiffre d'affaires en contribution économique territoriale. Ce plafond, il est abaissé. Et on a également, donc ce dont je vous parlais, la réduction des valeurs locatives des entreprises. Là, c'est important pour vous aussi, puisque au titre de l'intercommunalité, c'est effectivement la communauté qui perçoit la fiscalité des entreprises et donc la CFE. Mais je vous rappelle que les valeurs locatives sont également utilisées pour la taxe foncière qui est une recette que la commune perçoit également. Donc, sur la partie CVAE, en fait, le taux plein de CVAE passe de 1,5% à 0,75, donc ce qui fait une baisse du produit. Du coup, cette baisse de produit, plutôt que de la répartir sur les 3 niveaux de collectivité, puisqu'on a les communautés, le département et la région qui perçoivent chacune une quote-part de CVAE, donc plutôt que de répartir ça, la baisse de produits et les compensations qui vont avec sur les 3 niveaux de collectivité, finalement, ce qui a été fait comme choix, c'est de supprimer la part régionale de la CVAE. En contrepartie, la région va obtenir de la TVA et la quote-part descend au niveau du bloc communal. En fait, pour nous, dans le département, c'est des communautés, puisque en fait, dans tout le département, on est tous ce qu'on appelle en fiscalité propre unique, c'est-à-dire que dans les Pyrénées-Atlantiques, il n'y a que des communautés dans lesquelles c'est la communauté qui perçoit la fiscalité des entreprises, parce qu'il existe encore des anciens systèmes dans d'autres communautés. Donc, ce qui veut dire que la part perçue par les communautés, elle passe de 26,5% de CVAE à 53% après réforme, et le département, il va avoir 47%. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une augmentation de recettes, puisque, comme je vous ai dit, cette augmentation de pourcentage, elle s'accompagne d'une baisse du taux de la CVAE. Donc, ça va être à recettes équivalentes. Également, toujours dans ces mesures d'aide aux entreprises, on a le plafonnement de la contribution économique territoriale. Donc, la contribution économique territoriale, c'est l'addition de la
cotisation foncière des entreprises que payent toutes les entreprises qui ont des immobilisations, enfin de l'immobilier, et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui n'est payée que par des entreprises qui dépassent un certain chiffre d'affaires. Donc l'addition des deux, jusqu'à présent, c'était plafonné à 3% du chiffre d'affaires. Le plafonnement passe à 2%. Au passage, on remarquera la petite faute d'orthographe, il manque un S à faire. Voilà. Également, donc, et là, vous allez être directement impacté puisque c'est votre fiscalité qui est concernée. Les nouvelles modalités de calcul des valeurs locatives pour les établissements industriels, ça va générer en fait une diminution de 50%, de moitié de ces valeurs locatives. Donc, c'est pris en charge par l'État. Par contre, c'est figé par rapport au taux de 2020. Pour les communes, puisque pour les communes, vous, ce qui va vous concerner, c'est la taxe foncière sur les propriétés bâties. Pour les communes, ça va prendre en compte à la fois le taux communal de 2020, mais également le taux départemental, puisque vous, dès 2021, il vous revient. Par contre, ça veut dire aussi que pour une commune qui avait une taxe foncière qui était dynamique, notamment parce qu'il y avait une ou deux grosses entreprises et que du coup, dès qu'on bougeait un petit peu le taux de foncier bâti, ben, ça permettait d'avoir un levier assez important, ça pour autant toucher les ménages. Ben là, pour le coup, vous, ça va impacter sur les marges de manœuvre de ces communes-là, quoi, puisque les hausses de taux à venir ne seront pas prises en compte. Alors, hop. Également, alors là, je ne pense pas qu'on ait de collectivités concernées dans le département. C'est ce qu'on appelle les communes sinistrées, donc qui ont eu des sinistres industriels, c'est-à-dire qui ont perdu une grosse part de leurs entreprises. Donc, pour remplir le critère, il faut avoir perdu 70% des bases de cotisation foncière des entreprises. Là, il y a une mesure qui est mise en œuvre pour les aider quand elles sont contributrices au Fonds national de garantie individuelle de ressources. Alors, je vous rappelle que ce fonds, vous êtes nombreux à l'avoir sur votre fiscalité. Alors, vous le recevez chaque année. Vous savez, vous recevez l'état de vote des taux d'imposition. Et si vous regardez bien, vous avez marqué, ça n'apparaît pas comme FNGIR, mais vous avez marqué versement en GIR ou prélèvement en GIR. Donc, en fait, versement en GIR ou prélèvement en GIR, c'est le Fonds national de garantie individuelle de ressources. C'est lié à l'année 2010 et à la suppression de la taxe professionnelle. En gros, ce fonds, il a ponctionné, pour toutes les communes qui avaient gagné de l'argent, il a ponctionné le gain et il sert à alimenter les communes qui perdent de l'argent. Donc l'idée là, c'était de dire que des communes, enfin des collectivités, pas forcément que des communes d'ailleurs, qui sont sinistrées et qui donc n'ont plus les ressources fiscales et qui vont avec, bah, si elles sont contributrices au FNGIR, on va diminuer leur contribution. Mais dans le département, on n'est pas concerné. Alors, petit point, suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Alors, rappel du dispositif. En 2020, vous avez encore perçu la taxe d'habitation dans son intégralité, le foncier bâti et le foncier non bâti. En revanche, en 2020, vous n'avez pas eu le droit de bouger, de voter le taux de taxe d'habitation. C'était figé. En 2021, on arrive sur le nouveau régime puisque la taxe d'habitation sur les résidences principales, elle existe encore puisqu'il y a à peu près encore 20% de la population qui la paye. En revanche, à compter de cette année, elle est nationalisée pour disparaître complètement en 2023. Ce qui veut dire que du point de vue des communes, ce que vous allez avoir maintenant, cette année, c'est la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, la taxe foncière, y compris le taux départemental qui vous redescend, mais avec l'application du coefficient correcteur, donc je vais vous en reparler, et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Pour autant, cette année,
vous n'avez toujours pas de pouvoir de décision sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. C'est figé jusqu'en 2023. Donc, cette année, mécaniquement, vous allez voir sur vos feuilles d'imposition votre avis, l'État 1259, l'avis de vote des taux. Vous allez avoir le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties qui va augmenter puisqu'on intègre le taux départemental. Donc, je vous rappelle quand même que on vous donne la taxe foncière du département en contrepartie de la taxe d'habitation sur les résidences principales, que bien entendu, c'est très rare quand la somme qu'on vous donne est équivalente à la somme que vous perdez. Donc, on va avoir des collectivités qui vont gagner de l'argent et des collectivités qui vont perdre de l'argent. Pour les collectivités qui vont perdre de l'argent, on va appliquer sur le produit de fiscalité de taxe foncière une majoration, c'est-à-dire qu'il va y avoir un coefficient correcteur de 1, quelque chose. Elles vont toucher plus que ce qu'elles ne devraient toucher si on calculait que sur les bases d'imposition de la commune. Et en revanche, les communes qui gagnent de l'argent, on va venir minorer la recette, on va ponctionner dessus. Donc, elles vont avoir un coefficient correcteur de 0, quelque chose. Les seuls qui passent au travers des mailles du filet, ce sont les collectivités qui gagnent moins de 10 000 euros. C'est-à-dire que si le gain est inférieur, le bonus est inférieur à 10 000 euros, on vous le laisse. Mais 10 000 euros, c'est fixe. C'est-à-dire que autant de 10 000 euros pour une petite commune, on se dit oui, c'est bien, ça correspond à une hausse de taux de 3 ou 4% sur la commune. Autant plus la commune est importante, moins c'est significatif. Donc, ce coefficient correcteur, il va s'appliquer. En revanche, il s'applique uniquement sur la base du taux de foncier bâti de 2020. C'est-à-dire que si la commune augmente ses taux d'imposition de foncier bâti, si la commune elle est surcompensée, on ne ponctionnera pas sur la hausse de taux. Les hausses de taux décidées ultérieurement seront toutes au bénéfice de la commune. Mais pour les communes qui perdent de l'argent, ça veut aussi dire que si elles augmentent leur taux de foncier bâti à l'avenir, la hausse de taux ne s'appliquera que sur les bases communales. On ne va pas appliquer la majoration sur la hausse de taux. Ça va à peu près? C'est pas évident, mais là, cette année, ça y est, c'est en place. Donc bon, je continue. Pour les communes, ça fonctionne comme ça. Pour les intercommunalités, ça va, la taxe d'habitation sur les résidences principales, elle est remplacée par de la TVA. Donc, on avait eu tout au cours de l'année un petit espoir de ce qu'on appelle effet d'aubaine, une petite lumière dans la crise sanitaire, c'est de dire, puisque la loi de finances pour 2020 avait fixé les règles de calcul pour les intercommunalités en disant elles auront un pourcentage de TVA qui sera égal à la taxe qu'elles perdent divisé par le produit de TVA de 2020. C'était intéressant pour les intercos, il y avait un petit effet d'aubaine puisque le produit de TVA de 2020 n'a pas été très élevé puisqu'il y a eu la baisse de la consommation. Sauf que l'État a repéré l'effet d'aubaine assez facilement et a donc modifié les règles, puisque pour les intercommunalités, le pourcentage de TVA qui leur est attribué sera calculé, mais en prenant en compte le taux de TVA, le produit de TVA de 2021. Donc, on passe à côté de l'effet. Est-ce que alors j'ai encore une diapo dessus, voilà ce que je vais vous dire pour 2021. Donc attention, vous ne pourrez pas modifier le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Et aussi, on a juste une règle de lien entre les taux à respecter, c'est que le taux de foncier non bâti ne peut pas augmenter plus ou diminuer moins que le taux de foncier bâti. Ce sera la seule règle à respecter cette année. Après, il y a toujours les taux plafonds, mais comme les taux plafonds sont 2 fois la moyenne nationale ou 2 fois et demi la moyenne nationale, on a quand même beaucoup de marge. Est-ce que là-dessus, vous avez des questions ou pas?
Non? Bon, je continue. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser après. Alors également, on a une modification qui concerne, alors déjà, la taxe d'aménagement. Il y a le tarif 2021 qui est sorti, puisque chaque année, le prix par mètre carré taxable change. Cette année, c'est 767 €. Pour rappel, la taxe d'aménagement, on va calculer la base d'imposition, c'est-à-dire les mètres carrés taxables fois 767. On va appliquer les abattements, par exemple, pour les habitations, il y a un abattement de 50% pour les 100 premiers mètres carrés. Donc tout ça, ça va nous permettre de déterminer la base taxable. Et là-dessus, on va appliquer le taux de taxe d'aménagement de la commune, qui est compris entre 1 et 5%. Et ça donne le montant de taxe d'aménagement pour la part commune que va payer la personne qui construit. Mais la taxe d'aménagement, la loi de finances cette année, la particularité, elle va transférer la gestion de la taxe d'aménagement de la DDTM à la DGFiP, donc de la Direction des territoires et de la mer à la Direction générale des finances publiques, et ce, à compter de 2023. Donc, je ne suis pas persuadée que ça réjouisse beaucoup la DGFiP, puisque les directions départementales des finances publiques, dans le cadre des mesures de l'État, ont quand même connu une grosse réduction d'effectifs. Donc, je ne sais pas, il va falloir qu'ils trouvent comment gérer ça. Après, du point de vue des collectivités, ça va poser quand même la question de la transition, etc. Et plus les changements de réglementation. Puisque jusqu'à présent, la taxe, elle était due, la taxe d'aménagement, la délivrance du permis à partir du moment où 12 mois, pardon, donc on avait la délivrance du permis, 12 mois et 24 mois après le permis, on payait la taxe en 2 fois. En une seule fois si c'était moins de 2 500 € et en 2 fois si c'était plus de 1 500 €. Or là, la date d'exigibilité de la taxe, c'est plus l'émission du titre de recette, c'est l'achèvement des travaux au sens fiscal, donc c'est-à-dire la déclaration H1. Et la taxe devra être payée pour la première partie 90 jours. Attendez, je regarde, c'est la diapo d'après. Voilà, 90 jours après l'achèvement fiscal et 6 mois après le premier, donc c'est-à-dire au total 9 mois après, pour la deuxième partie. Le problème qui commence à remonter un petit peu des collectivités, c'est que l'achèvement fiscal, tout le monde ne le fait pas, ou du moins tout le monde ne le fait pas dans les temps. C'est-à-dire que parfois, ça nécessite plusieurs relances des impôts pour que l'achèvement fiscal soit fait. Donc, ça risque de poser un petit peu des difficultés par rapport au recouvrement. Donc, sur la méthode en 2 fois, ça ne change pas. On est toujours sur 1500. Oui, Inbar, tu voulais dire quelque chose? Oui, sur la DACT qui n'est plus obligatoire, donc désormais, la déclaration d'achèvement de travaux, de fin de travaux. Et juste pour information, on va faire poser une question au gouvernement. Le député Mattei vient de confirmer au président Sens qu'une question au gouvernement sera posée sur ça, en particulier sur l'exigibilité, puisqu'il n'était pas d'accord sur la date d'exigibilité. Voilà, donc Oui. une question au gouvernement sera posée là-dessus et on va voir comment réaménager un petit peu cette échéance. Voilà. Alors, comme ça, d'un avis complètement neutre, pas tout à fait, mais bon, l'idéal, ce serait quand même qu'on laisse les communes recouvrer leurs taxes, puisque avant qu'il y ait la taxe d'aménagement, et donc avant qu'il y ait la part communale et départementale, les communes avaient la possibilité d'assurer elles-mêmes le recouvrement de la TLE à l'époque. Et comme il y a eu la taxe d'aménagement avec une part communale, avec une part départementale, c'est pour ça que c'est passé à la DDTM. Mais après tout, rien n'empêche à ce que le département recouvre sa part et les communes recouvrent la leur. Parce qu'à mon avis, elles seront peut-être plus diligentes que des services de la DDFiP qui sont déjà
je trouve, en effectif assez restreint par rapport à ce qu'ils ont à faire déjà, quoi. Donc voilà. Donc, ce qui change aussi, c'est que, alors, dans les taux, ils sont compris entre 1 et 5%, selon les délibérations du Conseil, mais dans certaines zones, on a la possibilité d'aller jusqu'à 20%. Mais la loi a élargi un petit peu les cas dans lesquels on peut aller jusqu'à 20%, et notamment c'est étendu aux zones de restructuration ou de renouvellement urbain, donc tout ce qui est recomposition, aménagement des espaces publics. Donc là, vous avez la possibilité, attention, hein, ce sont des délibérations qui doivent être motivées, vraiment, c'est pas, on ne le décide pas comme ça, il faut vraiment une motivation. Également, en lien avec le changement de gestionnaire de la taxe, jusqu'à présent, puisqu'on peut avoir soit un taux uniforme sur toute la commune, ou on peut avoir des taux 1%, 2%, 3% sur différents secteurs de la commune. Jusqu'à présent, ces secteurs, ils étaient déterminés par rapport aux documents d'urbanisme. Et là, à partir du 1er janvier 2022, ça devra être fait par rapport aux documents cadastraux. Donc, c'est aussi en lien avec le changement de gestion. Aussi, au niveau des exonérations, il y a une petite modification. Alors, c'est quand même assez à la marge. Hein, c'est que les surfaces à usage de stationnement, jusqu'à présent, c'était une exonération facultative et elle devient obligatoire. Donc, du coup, comme on a un changement de gestionnaire, les délibérations en matière de taxes d'aménagement, celles qui sont applicables au 1er janvier 2023, elles ne seront plus à transmettre à la DDTM, mais à transmettre aux services fiscaux, à la DDFIP. Alors, ce n'est pas la taxe d'aménagement, mais ça avait été créé en même temps, donc je l'ai mis là. On a aussi le versement pour sous-densité qui est supprimé. Alors, le versement pour sous-densité, il avait objectif de lutter contre l'étalage, l'émiettement, etc. Mais il n'a pas été très utile. Enfin, en tout cas, nous, dans le département, il n'est pas utilisé, je pense. En matière de taxes de séjour, on a quelques petites modifications, notamment les délibérations. La date limite de délibération, elle passe au 1er juillet. Il y a également une modification qui est faite pour les hébergements non classés. Alors, les hébergements non classés ou en attente de classement, c'est essentiellement, vous savez, ces hébergements qui se louent par Airbnb et tout ça, pour lesquels il n'y a pas de classement officiel. Donc là, jusqu'à présent, la collectivité, elle pouvait fixer pour ces hébergements-là soit le tarif le plus élevé de la collectivité, soit le tarif maxi pour les hôtels 4 étoiles. Maintenant, on n'a plus du tout la liaison avec les hôtels 4 étoiles, donc c'est le tarif le plus élevé pour les collectivités. Et également une possibilité étendue pour la taxe de séjour forfaitaire en matière d'abattement, puisque on calcule en unités de capacité d'accueil et on pouvait voter un abattement de 10 à 50% et c'est étendu jusqu'à 80%. Les autres mesures, la nationalisation de la taxe sur la consommation finale d'électricité qui devient taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Donc là, on a jusqu'en 2023 une réduction progressive des coefficients que l'on peut mettre en place avec un plancher qui se rehausse. Alors pour mémoire, les communes de moins de 2000 habitants, de toute façon, ce n'est pas les communes qui perçoivent, c'est le syndicat départemental d'énergie qui perçoit la taxe. Et la particularité dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est qu'ils reversent une partie de cette taxe commune. Donc, ça concerne uniquement les communes de plus de 2000 habitants. Donc, vérifiez un petit peu quel est le coefficient qui s'applique dans vos communes. Puisque vous avez encore la possibilité cette année de délibérer pour le faire augmenter, puisqu'après tout, ensuite, il sera uniforme. Mais pour autant, si jamais vous délibérez pas, enfin, vous modifiez pas, à partir de 2022, vous aurez le produit de 2021 majoré de 1,5%. Donc, ce qui veut dire que si vous augmentez pas vous, ça va bénéficier au niveau national. Et ensuite, la taxe, elle évoluera en fonction du taux de
consommation, enfin de quantité d'électricité fournie sur le territoire de la commune ou du syndicat. Voilà, chaque année. Donc ce sera la règle d'évolution. Également, puisque depuis quelques années, on est sur une démarche de suppression de ce qu'on appelle de micro-taxes. Donc là, c'est la taxe funéraire pouvait être mise en place pour les convois, les inhumations et les crémations. Elle est supprimée, donc il n'y a pas de compensation prévue, puisque le raisonnement, c'est que les collectivités peuvent augmenter leurs tarifs de concession à la place. La taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères également, il y a une mesure qui a été prise pour les collectivités qui veulent mettre en place la part incitative. Elles peuvent le faire pendant 5 ans pour tester. Et en fait, il s'est avéré à l'usage que le coût de l'expérimentation sur une période de 5 ans, c'était trop court pour le supporter. Donc, du coup, ça a été étendu à 7 ans. Alors, autre mesure, il y a un geste qui a été fait pour les collectivités qui ont une perte de loyer. Alors, l'État compense uniquement le mois de novembre 2020 si la collectivité a abandonné le loyer d'une entreprise qui faisait l'objet d'une interdiction d'accueil du public. Donc là, il y a une mesure qui a été prise pour compenser 50% de l'abandon. Mais c'est uniquement le mois de novembre 2020. Alors, sur les modalités pratiques, information complémentaire. Ce n'est pas l'année complète. En fait, le geste, il a été fait parce qu'au départ, il y avait un crédit d'impôt pour les bailleurs privés et rien pour les collectivités. Donc, je pense qu'il y a des collectivités qui ont un petit peu demandé à ce que ce soit mis en place. Donc, des mesures diverses. Alors, depuis plusieurs années, on proroge les zones de revitalisation rurale. Pour rappel, il y a quelques années, il y a eu une modification dans les modalités de définition des zones de revitalisation rurale, puisque, oui, c'est l'interdiction d'accueil. Oui, les restaurants, par exemple, en novembre, ils étaient fermés. L'interdiction, ça concerne novembre, oui, tout à fait. Pardon, je vois la question. Donc, les zones de revitalisation rurale, avant, avec l'ancienne méthode, on regardait commune par commune, est-ce que les critères pour être considérés comme en zone rurale défavorisée, entre guillemets, étaient remplis. Donc, les communes en zone de revitalisation rurale. Il y a eu une réforme de ces critères qui fait que maintenant, on ne regarde plus commune par commune, mais structure intercommunale, donc communauté par communauté. Ce qui veut dire que soit toutes les communes d'une communauté sont en zone de revitalisation rurale, soit aucune commune n'est en zone de revitalisation rurale. Tout ça est intervenu et peu de temps après, il y a eu les fusions d'intercommunalités, ou quasiment en même temps. Donc, bien entendu, vous vous doutez, par exemple, qu'on a tout le Pays Basque qui devait sortir de zone de revitalisation rurale. On a aussi d'autres communes, des communes béarnaises qui devaient sortir de zone de revitalisation rurale. Or, ça pose quand même des problèmes. Donc, depuis, chaque année, on a un prolongement des communes qui sont dans les anciennes zones de revitalisation rurale, et c'est encore le cas jusqu'au 31 décembre 2022. Et sont également prolongées pour le moment les zones de finalité régionale. Pour les collectivités qui s'étaient portées volontaires pour tester le compte financier unique, alors le compte financier unique, c'est une expérimentation qui est en cours. L'idée, c'est de dire, on a le compte de gestion du trésorier, on a le compte administratif du maire, il y a plein d'infos qui sont communes et en plus, c'est pas très clair. Donc, on va essayer d'avoir un seul document, compte financier unique, qui recenserait, qui donc sur certains aspects, on aurait plus 2 fois la même chose, et en essayant de clarifier l'information qu'il. Donc, expérimentation qui devait commencer en 2020, mais vous vous doutez, la crise sanitaire a fait que ça a pris du retard, donc ça commence en 2021, mais on peut également se positionner si on veut tester en 2022.
Voilà pour la partie loi de finances. Est-ce que sur la partie loi de finances, vous avez des questions ou pas? Non? Bon. Donc, je vais continuer sur une autre mesure, alors qui est une ancienne loi de finances et qui avait été reportée plusieurs fois, et les textes décrets arrêtés sont sortis en fin d'année. C'est l'automatisation du FCTVA. Alors, le concept de l'automatisation du FCTVA, pour ceux qui voient leur secrétaire travailler, vous voyez que chaque année, elle passe un petit temps non négligeable à renseigner les états du FCTVA, donc du Fonds de compensation de la TVA, subvention que vous verse l'État pour une grosse partie de vos dépenses d'investissement et pour les dépenses d'entretien de la voirie, entretien des bâtiments publics et maintenant entretien des réseaux. Et donc, ça demande quand même pas mal de travail puisqu'il faut remplir les états déclaratifs. Ensuite, c'est analysé par la préfecture. Il faut répondre aux demandes d'informations complémentaires de la préfecture, etc. Donc, tout ça dans un monde qui aujourd'hui est de plus en plus informatisé. Donc, l'idée a été de automatiser la gestion de ce fonds. Alors, c'est ce qui est mis en place pour les communautés de communes et d'agglomération. Comme elles perçoivent le fonds de compensation de la TVA l'année même de la dépense, ça sera en application dès cette année. Pour les collectivités qui avaient souscrit au plan de relance en 2009 et qui du coup ont le fonds de compensation l'année qui suit la dépense, l'automatisation s'appliquera en 2022. Et pour les autres, comme elles reçoivent le FCTVA 2 ans après la dépense, l'automatisation s'appliquera en 2023. L'idée, c'est que pour les dépenses que vous avez déjà faites, c'est-à-dire celles jusqu'à 2020 inclus, quel que soit votre rythme de versement du FCTVA, l'année en N+1 ou en N+2, ben, vous ne soyez pas impacté sur des dépenses que vous avez déjà réalisées. Donc, ce qui ne change pas, le taux, puisque pour le FCTVA, cette subvention, elle est versée à 16,404% du TTC. Donc ça reste toujours la même chose. Le rythme de versement, enfin le rythme, c'est même pas une histoire de rythme, mais le rythme de versement, lui non plus, ne change pas, c'est-à-dire qu'on n'uniformise pas les conditions de versement parce qu'on passe à l'automatisation. Si vous, actuellement, vous percevez le FCTVA 2 ans après la dépense, ça ne changera pas. Il y a toujours certaines opérations particulières qui vont nécessiter de faire une déclaration. Par exemple, quand il y a une disposition, quand on subit des intempéries, qui permet exceptionnellement d'avoir le fonds de compensation de la TVA l'année même de la dépense. Donc là, il faudra faire une déclaration et il faudra également faire une déclaration pour ce qu'on appelle les opérations mixtes, c'est-à-dire des bâtiments qui abritent à la fois une activité assujettie à la TVA par la voie fiscale ou une activité qui n'est pas éligible au fonds et une activité pour laquelle on a droit à la subvention. Ce qui est très important pour nous aussi, c'est que les frais d'études restent éligibles puisque quand on commence les travaux, on fait une opération d'ordre qui permet d'intégrer ces frais d'études dans le coût des travaux et l'opération d'ordre permet de bénéficier du fonds de compensation de la TVA sur les études. Donc ça ne change pas. En revanche, ce qui change, c'est que avec l'automatisation, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une liste d'articles comptables pour lesquels on pourra avoir le FCTVA. Or, il y a des dépenses pour lesquelles on paie, par exemple, tout ce qui concerne les documents d'urbanisme, c'est-à-dire l'élaboration, révision, modification de PLU, carte communale, la numérisation du cadastre. Tout ça, ça perd l'éligibilité. On n'aura plus de FCTVA dessus. Également, je vous rappelle que les terrains, ils sont pour certains en lien avec la TVA immobilière. Vous payez parfois, quand vous achetez des terrains, de la TVA sur des terrains à bâtir. Donc, les terrains, les agencements et aménagements de terrain ne bénéficieront plus du FCTVA. Et le plus grave, à mon avis, ce sont les travaux en régie.
qui ne seront plus éligibles. Donc, ce qui veut dire que quand on a quand même beaucoup de collectivités qui font des travaux en régie, ça veut dire qu'en interne, les agents de la collectivité réalisent des choses qui auraient, si elles avaient été faites par des entreprises, qui auraient été directement mises en investissement. C'est fait en régie, donc la collectivité paye les charges en fonctionnement, fait une opération d'ordre qui permet de basculer la dépense en investissement. Et jusqu'à présent, pour toute la partie, en fait pour tout sauf le personnel, on pouvait bénéficier du fonds de compensation de la TVA. Or là, ce n'est plus le cas. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un moment où les collectivités vont se poser la question de l'utilité de faire ces opérations d'ordre. Sauf que les travaux en régie, certes, ils permettent de bénéficier du FCTVA, mais ils permettent aussi d'avoir une vision juste du patrimoine de la collectivité. Donc, on risque d'avoir une déperdition. Et puis, ce n'est pas très équitable pour les collectivités aussi. Donc, c'est vrai que c'est quand même très dommageable. Vous en faites, vous, des travaux en régie dans vos collectivités ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Après, oui, là, je vois, je ne sais pas, il y a marqué maire juste. Oui, oui, voilà. Voilà, donc là, déjà, dès cette année, en fait, puisque pour les travaux en régie 2021, ils ne sont pas éligibles. Donc là, vous n'aurez pas de FCTVA dessus. Voilà, donc c'est vraiment très, très dommage, je trouve. Donc peut-être que si il y a beaucoup de remontées là-dessus, ça permettra de faire changer le texte là-dessus, puisque comme on est en phase test, entre guillemets, ça va peut-être permettre de changer un peu, mais voilà, c'est vraiment, je trouve ça très dommage. Et on a des dépenses qui deviennent éligibles. Alors, par exemple, les maisons de santé, puisque jusqu'à présent, quand les collectivités faisaient des maisons de santé, elles n'étaient éligibles que quand elles étaient situées en zone déficitaire en professionnels de santé. Et là, maintenant, il n'y a plus la distinction, donc ce sera éligible. Mais c'est quand même quelque chose d'exceptionnel par rapport à la récurrence des travaux en régie. Voilà. Ensuite, alors au niveau de la procédure, comment ça va se passer? En fait, quand vous faites vos mandats de paiement, tout ça, c'est envoyé au comptable qui prend en charge les mandats de paiement. Ça rentre dans le logiciel du comptable qui s'appelle Helios. Et en fait, les données de ce logiciel du comptable, Helios, elles sont transférées dans une application de la préfecture. L'application s'appelle Alice. Et la préfecture va effectuer quelques contrôles, va éditer les arrêtés attributifs et les arrêtés maintenant, ils vous seront notifiés par Chorus. Chorus, vous savez, c'est là où vous recevez les factures des entreprises. Donc, puisque maintenant, on a la dématérialisation obligatoire. Donc voilà, vous le recevrez par le biais de Chorus. Donc là, je vous ai mis, c'est plus pour vos secrétaires que pour vous, le lien vers l'arrêté qui fixe la liste des comptes éligibles. Alors, oui, autre élément, l'instruction à partir de 3 ans. Alors voilà, c'est la loi pour une école de confiance, j'arrive jamais à retenir le nom, qui a prévu l'obligation, enfin le caractère obligatoire de la scolarisation à partir de l'âge de 3 ans. Donc, du coup, ça a des conséquences financières pour les communes, puisque le forfait communal pour les écoles privées sous contrat, notamment, devient obligatoire en maternelle, alors qu'avant, c'était conditionné au fait que la commune ait donné son accord lors du contrat d'association. Donc, ce qui veut dire que comme on a une augmentation de dépenses obligatoires, on a l'État qui compense. Donc, l'État qui compense, sous quelle forme? En fait, il faut faire une demande d'attribution au recteur d'académie au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle on sollicite l'attribution et le recteur d'académie a 3 mois pour répondre. Donc surtout ce que je vous ai mis, c'est le lien pour aller télécharger parce qu'il y a un formulaire à remplir avec les éléments chiffrés. Donc le formulaire à remplir, il est téléchargeable là. Alors c'est également disponible sur le site directement de l'association
des Pyrénées-Atlantiques, de l'Association des maires des Pyrénées-Atlantiques. Donc là, il vous faut faire les demandes pour 2019-2020 avant le 30 septembre 2021. Alors, petit point un peu plus technique sur l'instruction budgétaire M57. Alors, c'est le cadre budgétaire et comptable qui va remplacer celui que vous connaissez pardon, actuellement, qui est l'instruction M14. Donc, tous les budgets de vos communes sont votés sous le cadre de l'instruction M14. Tout le monde doit obligatoirement y passer au plus tard le 1er janvier 2024 et vous pouvez y passer de manière facultative au 1er janvier 2022 ou au 1er janvier 2023. Normalement, vous avez dû recevoir en mairie des mails de votre trésorier qui vous demande quand est-ce que vous voulez y passer. Donc, c'est bien de vouloir y passer avant. Par contre, mesurez bien, avant d'y passer, le travail qui sera nécessaire. Parce que ce n'est pas juste quelque chose d'automatique. Par exemple, avant de faire la bascule, il faut que sur le patrimoine de la collectivité, sur l'inventaire, l'actif de la collectivité, les imputations comptables de la M57 ne sont pas les mêmes que celles que vous avez aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il faut faire un toilettage complet. Il faut prendre comme tout le patrimoine de la collectivité et refaire les imputations et remettre les nouveaux numéros de compte. Donc ça, ce n'est pas un travail que le trésorier fait, c'est un travail qui est à la charge de l'ordonnateur. Donc c'est à mon avis un travail qui va prendre du temps. Donc c'est pour ça que je pense que pour le 1er janvier 2022, ça peut être un peu juste peut-être. Et puis surtout, c'est un travail, je pense que s'il est fait, autant qu'il soit bien fait, c'est-à-dire que très honnêtement, je crois que très rares sont les collectivités dans lesquelles l'inventaire est à jour, voire l'inventaire existe. Donc du coup, ça peut être aussi l'occasion, à l'occasion de ce toilettage que vous avez l'obligation de faire pour le passage à la M57, de mettre à jour l'état de l'actif de la collectivité pour avoir une vraie connaissance du patrimoine de la collectivité. Donc, si vous le faites juste sous l'aspect purement comptable, ça va prendre un peu de temps. Si vous le faites en voulant optimiser ce travail et du coup, pour avoir une vraie vision de votre patrimoine, ça va prendre encore plus de temps. Mais au moins, vous aurez une vraie vision juste de ce que vous avez. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'après le passage à la M57, les collectivités, enfin les communes devront obligatoirement adopter un règlement budgétaire et financier. Donc, ce règlement budgétaire et financier devra être adopté avant la première délibération budgétaire qui suit le passage à la M57. Donc là, bon, pour ne rien vous cacher, nous, on est en train de commencer à travailler sur le sujet. Normalement, on devrait passer à la M57 au 1er janvier 2022. Et on va préparer, alors je pense qu'on va préparer 2 projets de règlement budgétaire et financier, un pour les communes de moins de 3005 et un pour les communes de plus de 3005. Parce que quand même, ce qui est bien, c'est que les communes de moins de 3005 vont avoir des obligations simplifiées. Voilà. Parce que la M57, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on va avoir avec les départements et les régions et donc le bloc communal les mêmes règles. Donc vous vous doutez bien que on a tendance à aller vers le haut et pas aller vers le bas. Donc ça va un petit peu complexifier les choses. Donc ce qui notamment va être voté, alors je me suis voté n'importe quoi, modifié. Je me rends compte que ma première ligne, elle peut être ambiguë. C'est plus et non pas plus du tout, c'est plus de place pour la pluriannualité. Donc, il y aura plus de choses qui pourront être gérées de manière pluriannuelle, puisque je vous rappelle que le budget, c'est un cadre annuel et un cadre avec une autorisation annuelle. Mais là, il va y avoir un peu plus de choses que vous pourrez faire de manière pluriannuelle. On a également une nouvelle chose qui s'applique, ça s'appelle la fongibilité des crédits.
Ça veut dire que le conseil municipal pourra donner délégation au maire pour qu'il ait l'autorisation de faire des virements de chapitre à chapitre. On va avoir aussi une gestion différente des dépenses imprévues, des règles en matière de provision qui sont un petit peu plus contraignantes, puisque seront obligatoires les provisions dès qu'il y aura l'apparition d'un contentieux. Or là maintenant, ce n'était pas le cas, puisqu'on était sur quand il y avait un risque. Là, c'est dès l'apparition d'une procédure collective et dès qu'on a un recouvrement de recettes qui est compromis malgré les diligences que fait le trésorier. Voilà. Donc là, et ça, c'est quelle que soit la taille de la collectivité. Et l'amortissement est un peu changé puisqu'on aura aussi quelques possibilités supplémentaires. Alors, je vois qu'on me pose la question, pour être prêt pour 2024, combien de temps à l'avance faut-il s'y prendre au vu du plan de charge quotidien pour optimiser le travail? Alors, les secrétaires seront-elles formés? Donc, je pense que le CNFPT va organiser des formations, des choses comme ça. Nous, l'agence va s'organiser pour mettre en place des choses, des séances d'actualisation, des choses comme ça. Effectivement, on va accompagner, on va peut-être faire des fiches, des choses comme ça. Oui, ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème de formation. Après, comme je vous disais, pour moi, tout va dépendre de comment est-ce que vous voulez faire. Si vous voulez juste faire la bascule, s'y préparer début 2023, enfin commencer à s'y préparer début 2023 pour 2024, ça suffit. Mais si vous voulez en profiter pour avoir un vrai travail de fond sur votre patrimoine, je pense qu'elles peuvent commencer l'année prochaine, quoi, pour 2024, 2022. Parce que l'idée, c'est justement, comme on sait que la charge de travail quotidienne des secrétaires, elle est quand même importante, jamais elles vont pouvoir dégager genre une semaine, 15 jours pour faire que ça. Donc l'idée, c'est de le morceler petit bout par petit bout pour avancer, tout en s'en dégoûtant pas et en ne négligeant pas la vie de tous les jours de la collectivité. Donc il faut se laisser suffisamment de temps. Être prêt en avance, c'est pas grave. Être prêt en retard, par contre, ça va poser problème. Voilà, je pense, je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Hop, oui, ok. Voilà. Donc c'est vrai que là, c'est un grand chantier. Alors, je sais que ça dépend du secteur. Il y a des trésoriers qui font juste qu'informer et voilà, qui vous laissent. Après, il y en a qui poussent plus pour que des collectivités passent rapidement. Donc, je pense qu'il faut vraiment que vous voyez, selon votre collectivité, la disponibilité, le temps de secrétariat que vous avez. Est-ce que vous en avez est-ce qu'il y a un peu de marge ou pas, ou est-ce qu'il vaut mieux pas s'y commencer à s'y préparer dès aujourd'hui pour être prêt soit en 2023, soit en 2024 et essayer et laisser les autres essuyer les plâtres. Voilà. Donc voilà, mais enfin en tout cas oui, on va accompagner, je pense que l'assaut des maires aussi, il y aura peut-être des choses qui seront faites pour expliquer aux élus un petit peu ce qui change, parce qu'il va y avoir des choses qui vont changer aussi dans leurs possibilités d'action en matière de choix budgétaires. Donc oui, il y aura de l'accompagnement. Et voilà, pour ma part, moi alors je vais arrêter le contrôle, hop, le partage d'écran. Je pense qu'on peut